Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors on va faire une vidéo, je trouve, assez intéressante sur la gestion de la batterie, notamment la consommation sur mon retour depuis Nice vers Mulhouse. Mais tout d'abord, je voulais faire une petite rectification pour le préconditionnement de la batterie par rapport à l'astuce que je vous ai montrée hier en utilisant le GPS pour sélectionner un SUC. Pour forcer le préconditionnement, vous pouvez le faire en planification dans la voiture, dans le menu de l'application quand vous faites un départ programmé. Vous pouvez sélectionner l'action préconditionnée. Dans ce cas-là, effectivement, ça va préconditionner, mais si et seulement si il fait assez froid dehors et que la température de la batterie est aussi assez froide et que vous avez atteint probablement aussi votre niveau de charge suffisant et aussi que la voiture soit branchée. En tout cas, dans mes cas précis, c'est pratique. Vous la laissez le matin branchée, vous mettez cette planification automatique de départ, disons à 8 heures, et la voiture va préconditionner la température de l'habitacle, ça c'est sûr, et la batterie si vraiment les conditions l'exigent. Moi, c'est vraiment un plus si vous voulez vraiment avoir votre batterie non pas à 8 ou 7 degrés le matin quand vous partez, parce que moi, dans ce cas précis, la batterie n'est pas chauffée, mais vous voulez partir à 15-20 degrés pour un long trajet et qu'il fait trop chaud, concrètement, pour que la voiture considère qu'il faille préconditionner, ben dans ce cas-là, il faut utiliser ma méthode. Alors, nous voilà partis depuis les alentours de Nice vers Mulhouse. Alors, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est que j'ai préconditionné ma batterie juste pour vous montrer ce qui se passait concrètement en utilisant l'application ou en utilisant ma méthode et à quelle température de batterie je suis passé. Puis après, on va voir au cours du trajet, suivant la température extérieure, comment se comportait la température de ma batterie et surtout quand se déclenchait le préconditionnement avant d'arriver au superchargeur. Vous verrez que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Alors évidemment, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça avant de partir avec votre Tesla, c'est juste parce que j'aime, comme vous le savez, pinailler, essayer d'optimiser au maximum et de comprendre surtout comment fonctionne la gestion de température de batterie pour essayer d'optimiser l'autonomie de la voiture. Donc là, vous voyez que la voiture planifiait que j'arrivais au premier superchargeur à 8% en partant à 91%. Et ça, c'était évidemment avant que je préconditionne la batterie. Là, vous voyez que ben, ABRP était beaucoup plus pessimiste, j'arrivais à 3% seulement à Dorn-Ouest, et vous allez voir au fur et à mesure du trajet que ABRP s'est adapté et que la voiture était beaucoup plus optimiste que ABRP tout au long du trajet. Donc là, ça montre aussi que le GPS de la voiture est très très précis pour la gestion de l'autonomie et de l'autonomie qui vous reste pour arriver jusqu'au futur point de destination. Alors pareil pour ABRP, c'est absolument pas obligé d'utiliser. Moi je l'utilise pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'essaie de trouver des stations qui sont sur l'autoroute. Donc j'utilise à la fois ABRP et ChargeMap pour des raisons pratiques, pour que ma famille puisse aller aux toilettes de manière plus facile. Et puis aussi c'est plus rapide que de sortir de l'autoroute. Et puis aussi, des fois, vous allez voir dans la deuxième partie du trajet, la voiture voulait me faire arriver jusqu'à un superchargeur où j'arrivais à 5%, et je trouvais pas ça très sûr, vu les conditions de roulage qu'on avait. Il pleuvait énormément, il pouvait y avoir du vent, je voulais avoir plus de marge de sécurité. Donc là, ABRP aussi m'a été très utile, puisque je peux dire le pourcentage minimum que je veux avant d'arriver au prochain superchargeur. Alors là, vous voyez, la batterie était à 8 degrés et quelques avant que je commence ma manip pour préconditionner la batterie. Et après, je suis passé au système de planification et vous allez voir que dans ce cas-là, en fait, il s'est rien passé parce que la voiture a probablement considéré que la température de batterie était déjà suffisante. Alors, après avoir utilisé mon système, vous savez, du GPS avec le SUC, je suis monté à 14 degrés, mais il y a plusieurs inconvénients. Un des inconvénients majeurs, c'est que il faut rester dans la voiture. J'ai essayé en sortant de la voiture, le préconditionnement s'arrête. Donc, j'ai utilisé ça que 3-4 minutes maxi, le temps de monter à 14-15 degrés. Et ensuite, parce que j'ai vu que la clim en tant que telle ne servait à rien, je vous l'ai montré hier, dans les conditions où j'étais, c'est-à-dire la température extérieure et la température de batterie autour de 5-6 degrés, ça ne suffisait pas pour enclencher ce préconditionnement. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser le système de préconditionnement automatique de la voiture. Vous voyez, dans le menu planification, où j'ai mis l'heure. J'ai mis d'abord 10h30, ensuite j'ai mis 11h, avec la température de la voiture à 19 degrés à la clim.
La voiture branchée aussi, alors là c'est pas une borne hein, à 7 kW, c'était une prise classique 13 ampères. Et ben concrètement, il s'est rien passé, j'ai juste eu un bruit de préconditionnement, si je peux dire, au niveau de la PAC, mais la température de la batterie n'a pas bougé malgré les deux préconditionnements que j'avais programmés à 10h30 et 11h. Donc voilà le menu d'ailleurs de climatisation, vous voyez, où on voit qu'il se passe rien et que j'ai le petit icône avec l'horloge où il est marqué que le préconditionnement sera eh bien, effectué pour normalement 10h30. Et vous voyez que la température extérieure était de 8 degrés et la température intérieure était de 15 degrés. Alors ce qui se passe chez moi, dans mon garage, où il fait toujours entre 10 et 12 degrés, eh bien il y a le préconditionnement seulement de la clim, si je peux dire, le chauffage de l'habitacle en fait, jusqu'à la température voulue de 20 degrés tous les matins. Et c'est tout. Alors, nous voilà partis avec notre batterie qui est autour de 14-15 degrés. Alors le nouveau menu, c'est plutôt intéressant, puisque là j'ai pu vraiment tester le menu en entier jusqu'à arriver à Mulhouse. Alors à gauche en fait, vous avez le régulateur dynamique, où c'est maintenant vous avez que ce max en bleu qui est montré quand vous avez le régulateur dynamique. Vous avez aussi le D qui est en bleu et les deux lignes bleues quand vous mettez le maintien dans la voie. Et vous avez, quand vous faites un appel de phare, vous pouvez aussi régler les anti-brouillards. Alors, soit vous activez les phares en tirant vers vous, ou vous poussez vers le fond. Je vous ai montré aussi rapidement le clignotant, la caméra qui se met quand vous mettez le clignotant. Puis là, en appuyant sur la température, les flèches, vous pouvez avoir accès au menu rapide. Et puis, si vous appuyez juste sur la température elle-même, l'onglet de la clim va s'ouvrir. Vous verrez aussi que tout en haut, vous avez maintenant le menu confort, le mode confort, la conduite confort qui se met. Ça, c'est très pratique. Avant, c'était en bas, on ne le voyait pas. Et quand vous appuyez sur le commodo des essuie-glaces, vous avez le menu rapide des essuie-glaces aussi qui se met en bas. C'est pratique. Alors honnêtement, ça n'a pas très bien marché, hein. Les essuie-glaces, pendant mon trajet, malheureusement, il y a encore du progrès à faire, notamment avec la bruine. Des fois, j'ai doublé des camions, je voyais plus rien. J'ai dû appuyer plusieurs fois manuellement sur le commodo. Bon là, on le sait déjà hein, que la gestion des essuie-glaces n'est pas optimale comme la gestion des phares automatiques d'ailleurs. Là, vous avez le menu du contrôle rapide qui est aussi bien pratique. Vous avez la pression des pneus dans le menu maintenance par contre. Et là, vous voyez, j'ai le GPS. Alors ça, c'est le petit inconvénient au niveau de l'agrément. Quand vous avez un menu déroulé à droite, vous avez le GPS qui se met à gauche, mais maintenant c'est en bas, et là on le voit pas bien, mais j'ai ma main en fait du volant à droite, si je la mets à 10h10, qui cache l'indication GPS sous la voiture. Ça c'est un peu dommage. Et là vous voyez par contre que j'ai une révision de mon estimation de batterie, d'autonomie pardon, pour arriver à Dornouest qui est nettement meilleure. Maintenant, il me met à un moment même jusqu'à 20% au lieu de 8, et c'était 4 au niveau d'ABRP. Alors, est-ce que le fait d'avoir préconditionné la batterie à 15 degrés a joué? Peut-être, mais honnêtement, c'est pas du tout sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, voilà, j'avais des traits hein, qui étaient au niveau de la régénération de la batterie, c'est-à-dire que la batterie n'était pas assez chaude, pas en partant du domicile, en fait, c'est après. Et alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que quand la température extérieure est au-dessus de 10 degrés, voire là, à un moment, il a fait 12-13, la batterie chauffe. C'est clair que vous allez voir un peu plus tard, au bout de 50-60 km, la température de la batterie était montée à 20 degrés. Et là, regardez bien, j'ai un freinage fantôme, hop, vous voyez 98-92, je suis obligé d'appuyer sur l'accélérateur, alors que j'allais dire que ça se passait très bien en doublant les camions. Donc là, j'en ai eu 2-3 hein, sur le trajet complet, donc faut toujours avoir un peu l'habitude. Là, par contre, vous voyez, le dépassement de ce camion se passe très bien. Là, j'ai comme un bon petit freinage fantôme où je passais de 98 à 92 assez fort. Heureusement que j'ai pas une voiture qui me collait derrière. Et puis après, voilà, je continue mon bonhomme de chemin. Là, je vous montre en bas l'envoi des SMS ou la réponse aux SMS qui est aussi très pratique, hein. Alors, c'est beaucoup plus moderne, hein. C'est vrai, la police d'écriture, la manière dont les onglets sont disposés, ça fait plus moderne, c'est sûr. Au niveau ergonomie, il y a encore quelques petites choses à dire, mais c'est vrai que c'est plus moderne. Et là, vous voyez, ça y est, le préconditionnement de la batterie a commencé bien avant d'arriver à Dornouest. Alors, Dornouest, ce que j'ai fait par contre là, c'est que j'ai arrêté
le GPS et que j'ai mis Nord-Ouest, mais sans mentionner le superchargeur, afin de gérer moi-même quand je veux que le préconditionnement de la batterie se fasse, et j'ai décidé de le faire 30 minutes avant d'arriver au superchargeur seulement, et on va voir si ça a un impact sur la vitesse de charge au superchargeur. J'ai 285 km pour arriver au superchargeur, et vous allez voir en fait que, a priori, non, pas du tout. Alors est-ce que c'est la meilleure façon d'autonomiser la consommation? Pas sûr, parce que j'ai dû consommer beaucoup avant d'arriver dans les 30 dernières minutes, mais vous allez voir aussi que ma consommation sur la première partie de l'AG est très bonne, et là vous voyez que je suis autour de plus de 200 Wh/km à 110 km/h stabilisé. Et nous voilà arrivés à Dorn-Ouest, avec un temps vraiment pas terrible, mais au moins on est aussi sur une station d'autoroute, avec le deuxième arrêt à Quinto est vraiment hors dehors de l'autoroute, et il y a quelques kilomètres à faire pour sortir et rejoindre l'autoroute, donc là on perd quand même un peu de temps, c'est vrai, par rapport à s'arrêter sur une station-service d'autoroute. Je perds minimum 5 minutes, voire bien 5 minutes facile, voire 10, le temps de sortir de l'autoroute et de la rejoindre une fois que la charge est terminée. Et là, vous voyez, alors le menu de charge c'est intéressant, maintenant c'est plus à droite, l'animation avec le temps de charge qui reste. ABRP me disait 23 minutes pour monter jusqu'à 80%, mais en fait je vais monter à plus que 80, je monte à 86, et je vais faire en fait un 13,87. Et là on voit vraiment les progrès des batteries LG. Alors comme je vous ai dit, vous voyez aussi sur l'écran, j'ai préconditionné que sur 14% du trajet, 30 minutes, et j'ai quand même fait là un 13, parce que c'est commencé à 13, à 88 en 36 minutes, c'était même 35 avec ABRP, et c'est vraiment très bien. Tout d'abord, vous voyez, sur la première partie de la charge, je reste à 150 kW un bon moment, ce que j'ai jamais vu avant, vers jusqu'à 30%, et surtout, quand je suis à 50%, je suis encore autour de 110 kW, alors que j'étais à 92, et il y a encore un mois et demi de cela, avec les anciennes mises à jour. Donc là, c'est vraiment très bien. J'ai une moyenne de charge quand même de 113 kW en moyenne. Donc honnêtement, faire un 13,88 en 35 minutes, c'est vraiment très bien. Vous vous rappelez sûrement d'une de mes anciennes vidéos, j'avais fait un 20,80 en 30 minutes. Là, je pense que j'aurais probablement fait moins que 30 minutes sur un 20,80. En tout cas, le fait de préconditionner que pendant 30 minutes avant d'arriver au superchargeur n'a pas du tout affecté mon temps de charge. Donc là, en fait, j'étais content. J'ai chargé en tout, pour vous dire, 53 minutes pour l'ensemble du trajet, alors que la voiture me prévoyait 1h25 et que ABRP me prévoyait 45 minutes. Donc vous voyez, ABRP était un peu pessimiste, mais surtout la voiture était beaucoup trop pessimiste. Donc ça, c'est quand même super. Là, on s'est arrêté à une autre station-service pour un arrêt pipi. Alors là, à la sortie de la station, je vous dis pas, on est content d'avoir une Tesla. J'ai accéléré bon coup. En fait, non, j'étais pas au niveau d'une station-service, j'étais à une intersection après Dorno-Est pour remonter après Milan, donc c'est comme un peu particulier, c'est ces jonctions entre autoroutes, là pareil, vous voyez, c'est un peu limite là, pour la voiture à droite, j'aurais pu faire un peu plus attention. Et puis après, nous voilà repartis, on remonte plein nord, toujours à 110 km/h, et là ça monte, et vous allez voir aussi que malgré le dénivelé qui est important, la consommation de la voiture était plutôt bon, et là j'étais plutôt tranquille pour arriver au prochain superchargeur, puisque je devais arriver au moins avec 20% et faire une petite charge. Pour moi, il y a quelques petites choses ergonomiques qu'on pourrait améliorer, mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus beau visuellement. Et vous verrez par contre qu'à la fin du trajet, j'ai eu un bug de l'écran, j'ai dû rebooter complètement, l'écran s'est complètement figé, et en plus j'arrivais à la douane, donc ça aurait pu être un peu bizarre de se faire arrêter, qu'ils me disent mais vous n'avez pas d'écran sur votre voiture, vous n'avez pas de vitesse. Bah non, j'ai dû rebooter là, je ne voyais, l'écran était complètement figé, donc voilà, ça arrive de temps en temps. Donc là on continue notre trajet, on est sorti d'autoroute pour arriver à Quinto, il neigeait un peu d'ailleurs, et là je vais montrer, vous voyez, que la voiture a du mal à garder la droite, parce qu'elle pense en fait que c'est qu'une seule voie, il n'y a pas de ligne blanche au sol, et vous voyez la ligne à gauche là qui s'écarte, la voiture a tendance à aller un peu à gauche, mais elle reste à droite parce elle suit en fait la ligne
du bus, donc là, faut faire vraiment très attention, c'est pas des conditions pour utiliser l'autopilote, et encore une fois, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, là, vous voyez, je l'ai enlevé, je n'ai mis que le régulateur dynamique, où il faut s'y faire, hein, il n'y a plus de cercle bleu maintenant, il y a juste cet onglet max en bleu qui est mis sous la vitesse à droite à côté du panneau de vitesse. Et on est arrivé donc à Quinto, là c'est près d'un hôtel, et il y a un bel affichage au niveau de la porte de l'hôtel qui conseille fortement aux usagers Tesla de prendre une consommation s'ils veulent utiliser les toilettes. Bon voilà, c'est bon à savoir, hein, j'ai vu ça maintenant même en France, hein, dans certains hôtels euh, où on propose gentiment de prendre une boisson pour pouvoir utiliser les toilettes, ce qui d'une certaine façon peut se comprendre si l'hôtel donne, entre guillemets, et partage des places de parking gracieusement euh, pour les Tesla, sachant que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de voitures de propriétaires de Tesla qui dorment au Novotel par exemple. Généralement, je pense que la majorité, ils continuent leur trajet, hein. Ils chargent 20-25 minutes, puis ils s'en vont. Donc voilà, on pourra en discuter pendant des heures. Moi, personnellement, j'essaye d'être poli et ça se passe bien. Dans l'immense majorité des cas, on m'a pas demandé de prendre une boisson pour pouvoir utiliser les toilettes. Par contre, c'est vrai que des fois, ça manque des poubelles, hein, autour des superchargeurs où malheureusement, il y a quelquefois quelques incivilités. Les gens ne mangent sur place, mais on oublie d'utiliser les poubelles. Ça, c'est bien dommage. Donc nous voilà, là on va faire une charge. Alors le chargeur ici ne charge qu'à 120 kW, mais je vais garder en fait 120 kW très longtemps. J'ai pris environ 35 kWh 30 kWh, 31 kWh en une quinzaine de minutes. Donc j'avais une moyenne de charge autour de 107, 108 kW, ce qui est pas trop mal en partant à 24% de batterie. Et vous voyez, par contre là, j'ai préconditionné plus de 45% du trajet entre le superchargeur précédent Adorno et celui-ci, car là, j'ai pas touché au préconditionnement de la voiture. Là, on a eu un peu de neige, et puis on a pu reprendre l'autoroute, et puis après on est passé aussi dans le Gothard, et puis après c'est descend, et là j'ai eu une consommation magnifique en redescendant depuis le Gothard jusqu'à la maison. Donc concrètement, voilà, ça s'est très bien passé. La voiture est très confortable, pas au niveau suspension, mais au niveau du silence. On voit vraiment la différence avec ma Model 3 de 2019, là. C'est vraiment très bien. Et là, vous voyez, l'écran est complètement figé. J'arrive à la douane d'un seul coup. Donc, il n'y a rien à faire, hein. Quand c'est figé comme ça, vous appuyez sur les deux boutons du volant, et ça met beaucoup de temps. Alors là, je mets le Waze en bas, vous voyez, pour garder une vitesse sur l'écran, hein, quelque part, parce qu'autrement je ne sais pas à quelle vitesse je roule. L'autopilote est resté, ainsi que le maintien dans la voie. Par contre, dès que je vais l'enlever, après, je ne peux plus le remettre, ça c'est clair. Et donc, surtout, j'ai plus l'indication de la vitesse, donc c'est un peu gênant, même très gênant, mais bon, ça arrive de manière exceptionnelle, mais là n'empêche que j'avais eu aussi un bug, hein, sur la route où le trait bleu du GPS n'apparaissait plus, donc j'avais dû arrêter le GPS et le remettre pour que le trait bleu de GPS sur la route apparaisse de nouveau. Et donc là, vous voyez, je trifouille un peu, je remets le Waze et je vais finir par rebooter complètement le système. Alors pour ceux qui n'ont pas expérimenté encore cet aléa, ne paniquez pas, ça met vraiment longtemps pour redémarrer le système, hein. Donc faut compter vraiment une bonne minute, et encore je pèse mes mots, avant que l'écran se réactive, on va dire. Et là, faut appuyer assez longtemps sur les deux boutons afin de réinitialiser. Au moins 10 secondes pour avoir l'écran noir et donc redémarrer le système. Vous voyez, c'est quand même long là. Donc si vous roulez et que vous êtes à 130 sur l'autoroute, c'est bien. Alors si vous laissez le maintien dans la voie, il n'y aura pas de problème avec le régulateur. Vous restez comme ça, vous attendez. Et puis si vous l'avez pas, malheureusement, faut faire attention à votre vitesse, au jugé, ou alors avec un système supplémentaire type Waze ou Google Maps. Et là, vous voyez, ça y est, le système a redémarré. Alors à noter aussi que pendant
que vous rebootez, la climatisation se comporte un peu bizarrement, hein. À savoir que nous, moi je l'ai mis à 18 degrés, je crois, ou 19, parce qu'il faisait chaud dans la voiture, et là, la ventilation s'est mise à un niveau très fort, voire à fond, et ça chauffait. Donc on a eu chaud pendant 1 minute, là, 2 minutes, le temps que le système reboot, parce que je pouvais rien faire, je pouvais pas gérer la clim, et puis après, hop, c'est revenu comme à l'accoutumée. Alors, le résumé du voyage. Vous voyez la première partie, où je n'ai que préconditionné que 30 minutes avant d'arriver au superchargeur, j'ai une consommation très raisonnable de 180 Wh au kilomètre, avec un dénivelé un peu négatif. Après, c'est différent, hein, ça monte, et malgré une moyenne de 95 km/h, et je vous préconditionne pendant 50% du temps, j'ai une moyenne de 228 Wh et kilomètre, ce qui est pas si mal que ça, hein, vu le dénivelé positif. Et enfin, la dernière partie du trajet, où là je préconditionne pas évidemment, puisque je ne m'arrête plus un superchargeur, et j'ai un dénivelé négatif. Là, j'ai une moyenne de 160 Wh/km, avec une moyenne de 95 km/h, donc c'est plutôt pas mal. La première partie, j'avais 12 degrés, à peu près 10 degrés de température moyenne. La deuxième, il faisait beaucoup plus froid, 5-6 degrés. Et la troisième, là, on est revenu vers des températures plus clémentes, autour de 7 degrés. Je n'ai chargé que 53 minutes. J'aurais pu charger moins en fait, hein. J'aurais pu gagner 3-4 minutes faciles en étant un peu plus strict pour arriver notamment au second superchargeur, ou pour arriver à la maison. J'ai fait 700 km quasiment tout pile, et on a conduit 7h35. Donc toujours la même chose, hein, par rapport à une voiture classique. Si je m'étais arrêté une demi-heure pour manger, il y a 1 heure de différence sur 700 km, ce qui reste raisonnable à mon avis. Surtout qu'on fait que ces trajets que quelques fois par an. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour résumer aussi au niveau de la température de la batterie, quand il fait autour de 10-12 degrés, la batterie réchauffe sans problème vers 25-30 degrés. Là, c'est pour vous montrer à 12h30, donc c'était 1 heure qu'on était parti, j'ai pas préconditionné, il faisait 12-13 degrés dehors, la batterie était montée de 14 à peu près 20 degrés. Là, il est 12h50, vous voyez que la batterie est autour de 25 degrés, il fait 12-13 degrés en extérieur. Et là, la batterie ne préconditionne pas, hein, puisque j'ai pas mis encore le superchargeur à destination. Là, il est 13h36, donc ça fait 2 heures qu'on est parti. La batterie est autour de 30 degrés, donc vous voyez, elle a pris 15 degrés en 2 heures, sans préconditionner, puisque j'ai préconditionné à partir de 14h15. Et là, pour vous montrer la différence, pour aller à Quinto, je devais arriver à Quinto à 17h27, et là, j'ai pas touché au préconditionnement. Et 1 heure avant, la voiture a commencé à préconditionner, et la batterie était déjà à 40 degrés, alors elle a peut-être aussi gardé de la température depuis l'ancien arrêt, hein. Mais pour montrer, voilà, qu'il y a une grosse différence en termes de température de batterie. Quand elle préconditionne même 1 heure avant, vous arrivez à une température largement supérieure à 30 degrés à mon avis, avec le nouveau système. Alors c'est difficile à dire, hein, si laisser la voiture faire telle qu'elle, ou forcer, entre dire, on ne met que le préconditionnement en sélectionnant le superchargeur que 30 minutes avant d'arriver à ce superchargeur. Qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de consommation? C'est difficile à dire. Ce qui me semble possible, en tout cas très probable, c'est que jusqu'à 10 degrés de température, on va dire au-dessus de 10 degrés, la voiture chauffe avec la PAC la batterie, en plus de chauffer l'habitacle. En dessous, je pense que les calories de la batterie sont utilisées pour réchauffer aussi l'habitacle, et donc aussi le préconditionnement commence plus tôt. Probablement parce que la PAC en dessous de 5 degrés, ou 0 ou moins 5, est beaucoup moins efficace en termes de rendement, et donc c'est plus intéressant d'utiliser l'énergie de la batterie pour chauffer l'habitacle et de la préconditionner petit à petit, doucement, pendant plus longtemps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.